Radio Feu Geek présente l'émission Littérature. Bonjour à tous, salut tout le monde, je vous accueille dans cette petite émission un peu hors série puisque je vais vous présenter non pas une œuvre, non pas un film, un livre, un jeu vidéo, que sais-je encore. Je vous présente cette fois-ci un artiste, donc ces gentilles personnes qui créent toutes les choses dont nous vous parlons. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un artiste comics, un dessinateur et scénariste très connu dans le milieu qui s'appelle Marc Silvestri. Marc Silvestri. Donc à côté de moi j'aurai JB et Thomas avec un artbook entre les mains pour découvrir un peu son style graphique et tout ça et réagir s'ils le voudront, ils feront signe. Voilà, donc je commence tout de suite sans plus attendre, ça sera pas une émission qui durera très très longtemps, voilà, c'est juste histoire de présenter un artiste qui bosse et qui a fait date dans ce dont nous vous parlons habituellement. Alors Marc Silvestri est né le 3 mars 1958. Il a fait ses débuts de carrière chez Marvel en 87, sur Web of Spider-Man et Uncanny X-Men surtout, jusqu'en 90 pour celle-là. À noter dans les X-Men, il a fait un arc qui s'appelle X-Men contre Vengeurs, que nous avons eu chez Lug chez nous en 88. Ça vous rappelle peut-être les prémices, ça pourrait être les prémices de quelque chose qu'on a connu il y a quelques années de ça, qui s'appelait Avengers vs X-Men. Dans les années 80, on avait déjà un truc X-Men contre Vengeurs. En 92, il part de chez Marvel avec un peu tous les dessinateurs qui sont partis au début des années 90 de chez Marvel, qui ont claqué la porte parce que les conditions étaient plus idéales pour eux et tout ça. C'est un peu l'ère ce qu'on appelle du dessinateur roi, où les comics se vendaient surtout sur le nom du dessinateur et son style graphique plutôt que sur l'histoire et le scénariste. Et donc du coup, les dessinateurs se sont dit, puisque finalement, quand on bosse chez Marvel ou DC, on bosse sur quelque chose qui ne nous appartient pas. Le personnage, la série appartient à l'éditeur, donc le plus gros des sous, des droits va à l'éditeur. Or, ils se sont dit, puisque c'est nous qui faisons vendre ces séries, c'est un peu l'arnaque, donc du coup on va partir dans notre coin, on va claquer la porte et on va créer notre propre maison d'édition. Donc ils ont créé une maison qui contient plusieurs studios, qui s'appelle Image Comics. Alors il n'était pas tout seul, il y avait bien sûr, c'est la génération des dessinateurs rois, donc ils sont environ 6 ou 7, il y avait Jim Lee, Rob Liefeld, Eric Larson, Jim Valentino et surtout Todd McFarlane, le génial créateur de Spawn, qui lui s'était fait un nom d'acier chez Marvel avec sa série Spider-Man. D'ailleurs, le 5 mai est paru en France chez nous dans la collection Marvel Icons de Panini, l'intégrale du run de Farkline au dessin sur Spider-Man. Si vous ne vous êtes pas déjà jeté dessus, il faut le faire maintenant avant que ça disparaisse très vite. Donc voilà, donc ils ont créé la maison d'édition Image Comics, où Mark Farkline était un peu le boss, et tous les autres ont créé des studios intégrés à Image Comics, avec chacun une ligne directrice, des thèmes, etc., mais chacun apportant ses propres séries. Et la mentalité chez Image, c'est que les 3 premiers chapitres de chaque série, les 3 premiers numéros, les sous vont quasiment dans la poche que de l'éditeur, un peu pour les artistes, mais l'intégralité des sous va quasiment que pour l'éditeur. Et au-delà des 3 premiers numéros, c'est l'artiste qui a créé la série qui récupère les droits et les sous. Donc si la série continue au-delà de 3 numéros, l'artiste a de bonnes raisons de s'en mettre plein les poches si sa série fonctionne. Alors le fait est que dans le modèle, les 3 premiers numéros, c'est une sécurité pour McFarlane et pour le boss d'Image Comics qu'il est, parce que en général les séries qui ne plaisent pas ou qui marchent pas très bien ne vont jamais au-delà des 3 premiers numéros. Donc il est un peu assuré que la série ne fasse pas trop d'argent dans son dos derrière. Mais les séries qui marchent beaucoup, telles que Silvestri en a créé justement et qui perdurent encore aujourd'hui, voilà, sachez qu'au-delà des 3 premiers numéros, tout l'argent va quasiment dans les poches des créateurs de la série. Et l'éditeur, lui, se fait de l'argent sur les 3 premières et après sur les pubs intégrées dans la série et tout ça. Donc voilà, donc ils ont créé cette maison d'édition. Et en tant qu'éditeur chez Image, il a créé un label qui s'appelle Topco. Donc Topco, c'est un label dont la mentalité, dont le credo, c'est de donner dans le magazine fantastique plutôt que super-héroïque. Donc des récits plutôt fantastiques, polars et tout, plutôt que vraiment super-héroïques, qu'on mise sur autre chose que les super-héros. Une édition qui met en scène beaucoup de femmes, l'incarnation typique des modes des années 90 avec les héroïnes fortes, les bad girls, tout ça. Je vous ai déjà fait des articles sur certaines d'entre elles, Vampirella et Lady Death, mais il y en a des tas d'autres. Plus tard d'ailleurs, Topco s'est ouvert également aux adaptations de jeux vidéo, avec par exemple Tomb Raider, qui a connu plusieurs comics chez Topco et qui en a encore connu peut-être récemment. En général, à chaque sortie d'un nouveau jeu Tomb Raider, il y a quelque chose qui sort dans le média des comics.
Et également après, une branche de Topco est devenue un studio de dessin animé, un studio de création et d'animation pour les dessins animés. Ils ont testé des séries mix avec des super-héros par la suite dans les années 2000, en faisant appel un peu au genre super-héroïque pour redorer un peu, parce qu'après les années 90 on a enregistré un peu une chute d'activité dans ces éditions-là. Mais voilà, l'explosion de choix et l'explosion de choix et de diversité, tout ça des années 90, c'est en partie dû à la création d'Image par Mark Farkline et les autres, et à Marc Silvestri et d'autres quand ils ont créé leur propre label. Jim Lee, lui, il a créé Wildstorm avec des séries vraiment d'action, des super-héros badass et tout ça, les Wildcats notamment. Il y a eu évidemment des gens comme J. Scott Campbell. Marc Silvestri, pardon, justement, a été un grand découvreur de talent. Un grand découvreur de talent avec Topco. Il a forgé des carrières d'artistes qui sont renommées encore aujourd'hui. Par exemple, J. Scott Campbell, justement, David Finch aussi, qui a été élevé à l'école Marc Silvestri, et bien sûr Michael Turner, qui a été un peu la plus grosse réussite de Silvestri. La plus grosse réussite de Silvestri, ça a été la découverte, je pense, de Michael Turner, vu la carrière que Turner a eue après et l'aura que ses œuvres ont encore aujourd'hui, ainsi que la fondation de sa propre maison d'édition par la suite. Donc tout ça, c'est lié à Marc Silvestri et à son optique de trouver des nouveaux talents et de les former et de les faire exploser par la suite dans leur carrière. Le plus gros succès de Silvestri lui-même, ça reste le comic s'appelait Cyberforce, qu'il a lancé en 92, qui est à l'origine un dérivé de la série de Jim Lee Wildcats, donc du label Wildstorm de Jim Lee. Donc Silvestri a pris quelque chose de la série de Jim Lee, comme ils bossaient tous ensemble. Il a pris un bout de la série de Jim Lee et il en a fait Cyberforce. Je vois Thomas d'ailleurs regarder une des couvertures de Cyberforce. Il a créé du coup Cyberforce, qui est le plus gros succès éditorial de Silvestri lui-même, au dessin comme au scénario. Très vite, Cyberforce est devenue très vite indépendante et autosuffisante par rapport à Wildstorm et à Wildcats de Jim Lee. C'est du science-fiction fantastique et il y a plus de 50 numéros de cette série. Il a aussi lancé des séries sœurs, ce qu'on appelle des séries qui évoluent l'une en parallèle de l'autre. La plus connue étant Witchblade en 95 avec Michael Turner, coécrite et dessinée avec Michael Turner justement, et Darkness à partir de Witchblade numéro 10 en 96. Ce sont deux énormes succès moteurs du label de Topco. Pour faire court, Darkness, c'est un assassin qui possède des pouvoirs liés aux ténèbres, justement. Un criminel qui fait un peu la loi dans le monde criminel. À la base, c'est un peu un nettoyeur pour la mafia et il finit par faire un peu la loi et tout ça. Et Witchblade, c'est une policière, Sarah Pezzini. C'est une policière qui se retrouve hôte d'un gant antique détenant les pouvoirs de l'équilibre entre la lumière et les ténèbres. Et donc elle est chargée de faire régner l'équilibre aussi entre ces deux forces et ces dimensions diverses et variées. Et donc il y a beaucoup de liens entre Darkness et Witchblade. Ce sont vraiment deux séries entremêlées. Elles ont toujours été liées ensemble et elles le seront toujours. Et voilà. Et donc comme vous le voyez, ce sont des histoires plutôt axées sur les enquêtes policières, du littéraire noir, et un peu de fantastique aussi, mais pas de super-héros, ce sont pas des super-héros. C'est plus des anti-héros qu'autre chose, justement, surtout pour Darkness. Malheureusement, donc du coup, ses responsabilités éditoriales vont l'amener à de moins en moins dessiner, puisqu'il va être de plus en plus éditeur plutôt que dessinateur. Il fait quelques rares apparitions à partir des années 2000 au crayon, sur Spawn, et certaines deviennent des vrais succès de vente. De temps en temps, il retourne chez Marvel. Alors justement, l'un des plus gros succès de son retour chez Marvel, ça reste la série New X-Men de Grant Morrison, dont Silvestri dessine tout le final. Les tout derniers chapitres de New X-Men de Morrison, c'est Silvestri qui les dessine. Il a fait aussi du Batman chez DC Comics. Il s'est lancé dans le cinéma comme producteur vers la fin des années 2000, avec un succès, on va dire, très relatif, puisque le film qu'il a produit, c'était l'agence Touriste, le film. Donc on va dire qu'il peut pas être doué dans tout, forcément. Il peut pas être doué dans tout. Même si JB me dit, effectivement, je suis d'accord avec JB, c'était un bon film en soi, mais c'était un gros nanar quand même. Voilà, oui, c'est un bon nanar. Alors après, je peux vous parler un peu du coup l'environnement de travail autour de Silvestri, tel que les autres artistes qui ont bossé avec lui le décrivent. Donc ils décrivent tous une ambiance à la cool, une ambiance un peu très posée, très cool. Silvestri vient les voir, les recrute en discutant avec eux, en faisant des repas qui normalement devraient être des repas d'affaires, mais en fait c'est vite des repas entre potes, entre copains à la cool, voilà, entre collègues. Silvestri est vraiment
De carrure, il fait vraiment imposant. C'est vraiment un homme qui fait très imposant de carrure, très carré, très massif. Et en fait, c'est vraiment tout le monde le décrit comme un ours au cœur tendre, qui est vraiment gentil avec tout le monde, qui sait reconnaître les bons côtés de tout le monde et fait mettre en valeur les talents de tous les artistes qu'il a recrutés, tout ça. Tous les artistes qui sont issus de son école, que ce soit David Finch comme Campbell et tout ça, tous lui rendent hommage en stipulant que grâce à lui et à l'environnement de travail qu'il leur a proposé pour leur début de carrière, c'est grâce à ça qu'ils ont pu grimper les échelons et exploser au rang de rockstar par la suite et tout ça. Donc voilà. Et là, donc j'ai amené du coup pour Thomas et JB un artbook qui s'appelle The Art of Marc Silvestri, qui est édité par Topco et qui est trouvable assez aisément si vous le cherchez. Il est que en VO, en revanche, il n'existe que en VO, donc en anglais. Mais vous pouvez le trouver assez facilement si ça vous intéresse. Il y a des sketchs à l'intérieur, c'est-à-dire des dessins non colorisés, des fois ancrés mais non colorisés par l'artiste, et à la version colo, la version finale qu'on connaît de l'image justement à côté. Alors j'en profite pour rebondir puisque on est en train de regarder, comme tu le disais, cet artbook qui est très beau d'ailleurs, et je trouve les crayonnés de l'artiste dans un sens plus intéressant que les colos. C'est ce que je disais à JB au départ, qui découvrait le concept de sketch. Grâce à un sketch, donc c'est-à-dire le dessin non ancré et non colorisé, parfois peut être ancré mais la plupart il est juste crayonné, on constate la somme de travail hallucinante que l'artiste abat pour représenter le moindre petit détail, les moindres petites zones d'ombre qui par la suite disparaissent sous la couleur. Là on voit justement avec un sketch on voit l'ensemble du travail, des détails, de tout ce qui a été calculé par l'artiste pour que son dessin rende le mieux possible avant qu'il passe à la colo et que la colo efface certains détails. Donc je trouve ça très bien justement d'avoir fait un artbook où chaque dessin est accompagné de sa version sketch pour voir un peu par quoi il est passé avant d'être finalisé, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Je pense qu'il y a que comme ça qu'on se rend vraiment compte du travail hallucinant qu'il y a pour un dessinateur de comics comme lui pour faire ses dessins et ses séries, quoi. C'est vrai que là, oui, dans le cadre de Marc Silvestri, alors moi je connaissais très peu, j'ai lu très peu d'œuvres de lui, hormis New X-Men. Je connaissais son travail sur... il a fait les derniers chapitres après la mort de Jean Grey. La conclusion de l'arc de Morrison dans le futur et tout ça. Ouais. Avec le fauve dans le futur. Mais après, en tout cas, c'est un auteur, comme tu dis, extrêmement connu, extrêmement célèbre. Donc c'est assez facile, même sur Internet, de voir ses illustrations. Ah oui, bien sûr. Mais c'est vrai que je trouve qu'il a un trait, par rapport à d'autres dessinateurs, je trouve qu'il a un trait extrêmement fouillé. On reconnaît de toute façon quand tu vois des sketchs de David Finch ou de Michael Turner. Tu retrouves la patte de Silvestri derrière, parce que eux aussi sont des maniaques du détail, des maniaques du moindre petit trait, le moindre petit trait est calculé, et surtout je trouve que chez David Finch on retrouve un peu un Silvestri bis, autant chez Michael Turner on retrouve vraiment c'est la quintessence du sens du détail que Silvestri a pu lui inculquer ou lui faire développer s'il l'avait déjà, parce que Turner j'en parlerai peut-être dans une autre émission de Turner. J'ai l'intention de faire des artistes de l'école de Silvestri. Je pense que Turner a vraiment été la quintessence du souci du détail. Il allait même jusqu'à faire de la plongée sous-marine en semi-pro pour illustrer ses décors sous-marins et tout, là où par exemple dans des séries comme Aquaman le décor sous-marin se limite à une zone bleue avec quelques récifs. Turner il dessinait pour même juste une petite case comme ça, dès que ça se passait dans les fonds sous-marins pour sa série Face Homme, il dessinait en détail la faune sous-marine, les coraux, les différents habitants des récifs, tout ça. Il avait un souci du détail et un œil hyper acéré pour ça. C'est vrai que là, ça vient, je pense, assez développé par Silvestri. Je suis en train de regarder une illustration où on retrouve un Superman, et je trouve que, j'ai déjà vu des Superman de Michael Turner, et c'est vrai qu'on voit bien l'affiliation avec Silvestri dans ce personnage. Pour moi, ceux qui ressortent le plus du style de Silvestri, parce que Campbell, il a vraiment développé son propre style. Pour moi, ceux qui représentent le mieux la réussite de l'art de Silvestri, c'est Michael Turner et David Finch, qui sont pour moi les deux meilleurs élèves à être sortis de son école et de l'encadrement que Silvestri a pu leur proposer pour leur début de carrière. Je trouve ça presque ça se rapproche pour un artiste contemporain de Silvestri, c'est Jim Lee, qui a aussi un trait très fouillé, mais je trouve que c'est peut-être chez Silvestri encore plus fouillé, parce que
Effectivement, j'aurais pu parler de Jim Lee. Enfin, pour moi, du coup, Jim Lee, c'est la même génération que Silvestri, donc pour moi, il découle pas de Silvestri. Là où Turner et Finch découlent eux de Silvestri. Là, ils sont vraiment en parallèle. Jim Lee et Silvestri sont à armes égales, en tout cas, tout à fait. Ils sont de la même génération. Même si, effectivement, alors, j'ai pas encore eu l'occasion de consulter autant de sketchs de Jim Lee que j'en ai eu pour Silvestri, mais tous les deux on sent qu'ils viennent de la même génération, de la même école, du souci du détail exacerbé et tout ça. Quand vous regardez Silence justement, enfin Batman Silence de Jim Lee en dessin, quand vous voyez la version sketch non colorisée, vous avez une somme de détails hallucinante par page et le temps de lecture est quasiment doublé le temps que vous ayez toutes les images en tête, quoi. Donc voilà, on peut dire qu'il a collaboré avec les plus grands de l'industrie. Ouais, Red Sonja aussi. Ouais. Il a fait vraiment plein de séries diverses et variées. Il fait surtout des covers après par la suite. Il a fait quelques intérieurs, mais il fait surtout des covers par la suite en fin de carrière de dessinateur. Donc voilà, je disais, il a travaillé avec les plus grands. Donc il a travaillé par exemple avec Michael Turner, Finch, Jim Lee, donc avec deux de ses élèves et un de ses confrères de la même génération. Il a travaillé avec Mark Waid au scénario, il a travaillé avec Grant Morrison, il a même travaillé avec Garth Ennis également. Alors ça, Étienne n'est pas là, mais Étienne aurait pu vous parler de Garth Ennis du coup, parce que Étienne est en pleine folie Garth Ennis à l'heure actuelle sur le Punisher, et donc je pense qu'il aurait pu vous parler un peu de Silvestri et de la mentalité de Garth Ennis qui colle un peu avec l'ambiance très noire des récits de Silvestri lui-même. Donc voilà. C'était une petite émission présentation. Alors maintenant je peux laisser JB et Thomas réagir à l'artbook qu'ils ont dans les mains, qu'ils ont pu consulter, et voilà, poser des questions aussi s'ils veulent et tout. Alors non, là juste au passage, après je passerai le micro à JB qui n'a pas encore parlé, parce que comme j'ai eu l'artbook sous les mains, j'en profite. Mais c'est assez amusant parce que là je suis en train de feuilleter, donc comme tu le décrivais un petit peu plus tôt, on a à la fois le crayonné, parfois l'ancrage et donc la couleur. Et là c'est assez marrant parce que j'ai noté des noms comme par exemple Brian Buccellato, ou un petit peu plus loin lequel j'ai trouvé, donc c'est celui-là, alors je vais peut-être écorcher un peu parce que c'est un nom un petit peu compliqué, Stjepan Sejic, ça doit être, je sais pas, mais c'est dur à prononcer, mais en tout cas maintenant c'est des artistes qui là ils font beaucoup parler d'eux en ce moment. Ils font là c'est les couleurs de Silvestri, mais maintenant c'est des artistes accomplis qui ont leur propre série, qui ont même déjà une carrière assez conséquente. C'est pour ça qu'on se soucie pas beaucoup des coloristes en général, mais il faut savoir que les coloristes d'aujourd'hui peuvent être les rockstars au dessin de demain. Ça arrive. Oui, voilà, ça peut en découler, quoi. Donc en gros ils ont fait leur classe, c'est ça. Avec la tu fais ta classe en faisant les couleurs du dessin du maître, et quand vient ton tour, que tu as assez de dextérité, d'expérience, tu fais tes propres dessins, et voilà. Si alors JB nous fait signe qu'il n'a rien à dire, mais si JB a quelque chose à dire, parce que tu vas pouvoir réagir sur les personnages féminins de Marc Silvestri, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire dessus. T'es vraiment j'ai le droit de dire des méchants mots à la radio ou pas? Non, j'ai rien le droit de dire. T'es vraiment un vil personnage et cruel de me mettre ce rôle de macho sexiste qui aime bien regarder les jolies filles, mais c'est vrai qu'il a dû étudier sous différentes coutures nos chères compagnes pour pouvoir les représenter aussi fidèlement que possible et les rendre voir plus belles en dessin qu'en vrai. Oui, je l'ai vu aussi, là je te l'ai montré tout à l'heure. Oui. Alors là, non, parce que l'artbook se finit avec en fait un portrait de... C'est des commissions à la fin, c'est des gens qui lui ont demandé des dessins particuliers. C'est pas forcément qu'il a bossé sur les séries, c'est des gens qui lui demandent des dessins. Non, mais là justement, c'est vrai que le dessin change, le dessin change un petit peu de tous les autres, puisque là, il s'agit d'un portrait de Nathalie Portman, dans son rôle de Padmé. Et là, du coup, je crois que tu dois aussi avoir... Ah non, peut-être pas là, mais il y avait aussi, il avait fait aussi une image de Leila avec Jabba derrière elle, non, mais elle n'est pas dans cet artbook là. Ouais. Mais c'est la seule vraiment, et là c'est un portrait, et on peut voir que c'est quasiment une photo, quoi. C'est assez impressionnant. Donc il a aussi un trait, on disait déjà très fouillé, très détaillé, mais quand il veut, puisque c'est un trait quand même assez reconnaissable, assez comics. Mais quand il veut, c'est plein d'action, d'énergie
et tout ça, c'est tous les comment dire, les personnages surtout féminins, effectivement, c'était la spécialité de Topco. C'est des femmes fortes, c'est des femmes très très belles. C'est les années 90, donc c'est des costumes assez courts, des formes généreuses. Jean-Baptiste s'empresse de reprendre mais beaucoup l'artbook. On sent des personnages qui sont plein d'énergie, plein de force et tout ça, et donc c'était un peu le. Oui. Bah, ça se ressent dans le trait de Silvestri. Voilà. Non, mais on voit comme J. Scott Campbell peut aimer dessiner les belles filles. Elles sont plus maigres, celles de Campbell, que celles de Silvestri quand même. Oui, Campbell fait des formes très très fines, alors des formes généreuses, mais toujours avec un design très très fin, voire trop des fois. Là où Silvestri, il s'efforce de répartir quand même elles sont pas plus parler de longives. poids, mais voilà, on répartit un peu la masse de chaque personnage un peu équitablement sur l'ensemble du corps, en développant à la fois les formes féminines comme la musculature, comme tout. Rien n'est laissé au hasard, et Turner là-dessus est un élève qui pour moi a dépassé le maître, parce que Turner lui n'a vraiment laissé aucun détail au hasard sur chacun de ses dessins. Après c'est vrai qu'il y a aussi il y a un Batman qui est magnifique aussi. Ces personnages de Batman ou de Wolverine surtout, peut-être, je pense que c'est le Wolverine sont plus connus. Alors il y a une évolution de style entre le début des années 90 quand il était sur Uncanny X-Men et le début des années 2000, milieu des années 2000 quand il finit le run de Morrison sur New X-Men. Il y a une évolution de style quand même, parce qu'entre temps il est passé il a eu Topco, il a eu la période Image, donc il a affiné. Il y a une dizaine d'années de différence. Mais il y a puis Image a aussi développé beaucoup de nouvelles techniques de colo, puisque les dessinateurs étant les seuls décisionnaires, ils ont pu eux-mêmes développer quel papier ils voulaient pour leur dessin, quel style de colorisation ils voulaient, etc. Donc ça a été l'explosion des nouvelles techniques de colo aussi à l'époque. Ce qui fait qu'il y a une différence entre le style de Silvestri début années 90 et milieu des années 2000, c'est aussi que les techniques ont grandement évolué en 10 ans de temps, grâce à Image et grâce aux dessinateurs qui se sont ralliés entre eux pour protéger leur œuvre et développer leurs propres techniques. Donc tout ça a explosé en l'espace d'une dizaine d'années, et donc il y a une différence quasi. C'est presque du tout ou rien la différence entre ces deux points de la carrière de Silvestri. Quand tu le vois chez les X-Men, Uncanny X-Men, c'est un trait justement très années 80, très qui fait penser un peu aussi à du Jim Lee sur X-Men en 91-92. Et quand tu retrouves Silvestri sur New X-Men avec Morrison, c'est un design qui change presque du tout au tout. Un design qui change pas du tout au tout, qui est beaucoup plus musclé, qui est beaucoup plus précis et détaillé encore qu'avant. Et donc le personnage de Wolverine, c'est le meilleur exemple pour ça. Tu vois le Wolverine sur la couverture, sur la croix, le X en croix des années 90-91, et tu vois le Wolverine de New X-Men, le dernier arc. Ça n'a presque plus rien à voir. Le Wolverine de Marc Silvestri sur New X-Men, il est beaucoup plus musculeux, il est beaucoup plus trapu, épais et baraque et bourru que le Wolverine de Uncanny X-Men qui lui est dans la tradition de ce qui se faisait dans les années 80 plutôt, de Byrne, de Claremont et tout ça. Bien, merci Florent. Moi, j'ai pas grand chose à rajouter, je pense, dessus. Jean-Baptiste non plus. Il est vraiment absorbé. Je voulais vous présenter celui-ci en premier. Alors, j'ai plusieurs artistes en projet à vous présenter dans ces petits hors-séries sur des artistes. Je voulais vous présenter celui-ci en premier parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, pour moi, il est la base sur laquelle on puisse développer et s'appuyer beaucoup de dessinateurs qui sont des rockstars aujourd'hui, des légendes. Après je pourrais vous faire une émission un jour sur Jim Lee, je vous ferai certainement une émission sur Campbell, Finch et Turner, pas les trois ensemble, hein. mais j'ai de quoi faire des émissions sur eux aussi, sur l'école Silvestri, je veux dire la belle génération issue de Marc Silvestri, quoi. Et après je pourrais partir sur d'autres dessinateurs issus des confrères de la même génération que Silvestri, que sont Jim Lee et Todd McFarlane et tout ça. Il y a de quoi faire. Et puis il n'y a pas que des comics en plus. Voilà, donc ça permet d'avoir de temps à autre des petites respirations avec ce format un petit peu original, où on parle pas d'un sujet précis, d'une œuvre précise, mais là d'un artiste ou d'un auteur. Alors ce que je peux faire pour conclure, c'est vous rappeler les œuvres principales de l'artiste en question. Donc si vous voulez fouiller dans les anciennetés et trouver des petites curiosités comme ça, vous avez donc chez Lug en 88 X-Men contre Vengeurs. Voilà, si ça vous intéresse, de voir à quel point Avengers vs X-Men était finalement peu original. Et
Et donc Tu si vous- balances là. Voilà, quand même. si vous voulez. Non, c'était bien parce que je suis mauvaise langue, parce que j'ai suivi tout Avengers vs X-Men et j'ai bien aimé, mais ça m'a un peu pas choqué, mais ça m'a un peu fait retomber un peu la pression quand j'ai vu que presque 25 ans avant, il y avait déjà un arc qui s'appelait X-Men contre Vengeurs et qui relatait un peu la même chose. Bah, il y avait, oui, de toute façon, Voilà. il y a un recommencement un peu perpétuel Voilà. et puis beaucoup Après, de continuité aussi. Après je dis ça, mais c'est très fréquent que des équipes de super-héros s'affrontent pour un oui ou pour un non un jour. C'est la première fois qu'on se voit, on se tape dessus pour savoir qui c'est le plus fort et tout. C'est le showdown, c'est vraiment comme dans le catch. C'est vraiment le but, c'est de mettre en scène les héros préférés de tout le monde, des différentes équipes, de les voir se bastonner, de voir lequel est le plus fort, et voilà. Avant de se liguer contre une menace commune. C'est ce qu'on aura dans Batman v Superman en 2016. Voilà, deux héros connus qui vont se taper dessus juste avant de s'allier pour affronter une menace commune et tout. C'est comme ça que ça marche dans le comics. On se voit, on se tape dessus et après on devient pote. C'est toujours comme ça. Et donc après, pour les séries de Silvestri lui-même, je peux vous conseiller vraiment Cyberforce. Vous n'avez même pas besoin d'avoir lu ou d'avoir connu Wildcats avant. Vous pouvez lire Cyberforce, Hunter Killer aussi. Si le cœur vous en dit, chez Delcourt, vous avez aussi Witchblade et Darkness. Alors, Witchblade, ce sera la série de Ron Mars, donc pas du tout l'époque Silvestri Turner. En revanche, l'époque Silvestri Turner de Darkness est disponible chez Delcourt. Il y a 5 tomes actuellement de Darkness chez Delcourt, et je crois que c'est les 3 premiers qui représentent vraiment l'ère Silvestri et compagnie sur Darkness avant qu'il lâche un peu l'affaire. Donc voilà, donc surtout pour lui, vous avez Cyberforce, Hunter Killer, Darkness, et si vous voulez compléter Darkness, vous avez un peu Witchblade, mais vous pouvez très bien ne faire que Darkness, puisqu'en France on n'a pas le Witchblade de Silvestri. Voilà. Sinon vous vous tournez vers la VO et là vous aurez énormément plus de choix que ce qu'on a nous en France. Voilà. C'est tout pour moi. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai élargi un peu vos horizons, que je vous ai donné des curiosités à découvrir. J'espère que Thomas et JB ont apprécié aussi cette petite intervention. Et voilà. Et donc j'espère toujours qu'on reverra un jour Silvestri au dessin sur une série, sur un run, quelque chose. Parce qu'actuellement il est tellement surbooké que le moindre petit dessin de lui ça vaut tout de suite une fortune, tellement c'est rare. Donc j'espère qu'un jour il aura l'occasion de se remettre à dessiner, parce que c'est ce qu'il est à la base, un dessinateur et un super bon dessinateur. Donc j'espère qu'il aura l'occasion avant la fin de sa carrière de refaire du dessin un peu. Bien, merci à toi Florent. Je pense que c'est le moment de conclure cette émission. On espère qu'elle vous aura plu. Merci à toi JB d'avoir participé à l'émission. Activement, tu as oublié de préciser. Voilà, très activement pour une fois. Mais merci à toi d'avoir été présent et du coup d'avoir aussi joué le jeu de la découverte. Et puis donc merci à toi Florent qui a fait quasiment toutes cette émission de présentation sur cet artiste. Donc avec rendez-vous avec donc de nouveaux auteurs dans les semaines ou mois à venir sur Radio Dès Free qu'il y aura Geek. un trou et qu'on aura besoin d'une émission pour intercaler tout ça, on pourra toujours faire des petits HS là-dessus, surtout n'importe quoi. Moi en tout cas je suis partant pour faire plusieurs petits artistes comme ça. Alors ça sera peut-être pas toujours aussi long que là, mais bon. Oui, comme c'est l'émission entre guillemets pilote Voilà. de ce nouveau type d'émission, de genre d'émission un petit peu particulière, voilà, c'est normal qu'on ait pris un petit peu plus de temps, quoi. Voilà. Et bien à la prochaine tout le monde. Et puis j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie de découvrir de nouvelles choses ou des choses plus anciennes que vous ne connaîtriez pas. Salut. Ciao.